Donc, l'idée ici, c'est de parler un peu de fragmentation et connectivité. Je remercie Marc qui déjà a pas mal avancé les sujets et les concepts qui ont été traités. Et comme on a un peu discuté aussi déjà, bon, au niveau politique, au niveau des publics en général, justement, la crise de la biodiversité est quelque chose comme le changement climatique. Peut-être dans le changement climatique, on voit encore plus des débats politiques, c'est qu'il n'y en a pas dans la problématique des biodiversités. Quand même, tous les deux sont liés. Mais c'est intéressant de voir cette nuance, ces différences et cette acceptation du public vis-à-vis de la perte de biodiversité, de la crise de biodiversité qu'il y en a au jour d'aujourd'hui. Alors, dans cette crise de biodiversité, ce qui nous concerne plutôt au niveau de cette cesse, c'est les problèmes de la dégradation de la Terre, justement, donc comme cette étude qui est très connue des Nations Unies, où on voit justement l'agriculture, les espaces justement qu'on a à restaurer, qui ont été abandonnés par l'agriculture, qui sont un grand défi dont on a tout un champ de travail possible. Ce système justement intermédiaire dans lequel il n'y a pas autant de travail que comme dans les autres systèmes. Donc ça, c'est bon, c'est une carte qui a beaucoup de critiques, bien sûr, parce que c'est très générique, et comme toutes les cartes génériques, justement, il y a un compromis, et on a justement bon, des critiques sur la restauration. Mais nous donne déjà une idée sur, dans ces cas, c'est l'état des forêts. Moi, je travaille notamment en forêt, donc mes exemples sont un peu biaisés, mais justement, la possibilité qu'il y en a de restauration au jour d'aujourd'hui au niveau des paysages forestiers notamment. Alors, en sachant que ces causes de déforestation, des dégradations des terres au niveau de la forêt, ça vient bon, surtout des années 70, comme tous on connaît très bien, par rapport à la déforestation, surtout en Amazonie, pour l'agriculture, pour l'élevage. Et donc, et on a des patrons qui sont très caractéristiques. Et on a eu justement une déforestation qui a été très très forte des années 70 et jusqu'aux années 90, avec des statistiques qui commencent à se stabiliser, surtout au niveau amazonien, surtout au niveau des rapports qu'on a de l'INPE parmi les autres. Mais quand même, WWF a fait un rapport en 2015 en disant, bon, encore, on a 36 états de défoute qui se déforestent, donc des arbres qu'on perd chaque minute. Donc je fais un peu, quand je donne des cours, cet jeu d'attendre une minute, voir que ça y est, il y a un état de défoute qui a disparu des forêts, quelque part dans le monde, surtout dans la forêt tropicale. Et même s'il y a eu justement des rapports qui ont été très controversés, surtout qui viennent de l'Amazonie, en disant bon, mais on est en récupération des forêts. Et cet rapport qui est apparu l'année passée, justement, du World Forest Institute, et qui a été justement validé et qui a vu la lumière avec la FAO en 2018, il met justement en avantage la déforestation qu'il y en a, surtout sur ces 3 régions au monde, que c'est l'Amérique latine, dont on continue, même si elle diminue, on continue avec cette problématique de déforestation. Et l'Asie de l'Est, donc il y en a, c'est un peu les sud-est de l'Asie a été un peu le shift qu'on voit de l'Amazonie qui a passé un peu à l'Asie. Et on a aussi dans la région de l'Afrique, des sub-Sahara africains. Donc, on continue à voir encore cette problématique, surtout avec les huiles de palme, qui est un des problèmes les plus graves qu'on a au jour d'aujourd'hui, justement pour la biodiversité. Et qu'est-ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui? Donc, dans les années 70, justement, quand on avait cette problématique de déforestation énormissime, on a eu plein de programmes au niveau international de la préservation. Donc, la préservation, c'est justement regarder la nature dans son plan. Au jour d'aujourd'hui, on peut plus parce qu'il nous faut de la terre. Il y a un niveau de dégradation de la terre, comme je viens de montrer, qui est très important. Il faut qu'on travaille dans cette région transitionnelle. Il faut qu'on arrive justement à développer des méthodes pour trouver des solutions, pour récupérer
la Terre dans ce niveau transitionnel. Mais qu'est-ce qu'on fait donc pour la biodiversité? Comment on arrive à avancer sans cette étiquette de préservation, de mettre la nature dans un musée et essayer que justement la population arrive à utiliser cette nature. Bon, avec les concepts de services économiques, j'ai dit, moi je fais partie de la communauté, mais avec des méthodes non monétaires, et ça fait une grande différence. Donc comment on va voir justement la forêt comme tout un paysage forestier avec tout un tas de services qui peuvent bénéficier à plusieurs acteurs, justement avec le développement durable par exemple. Bon, ça fait partie de cette gestion adaptative de la forêt. Ça, c'est un exemple de comment on peut avancer. Marc a donné aussi des exemples dans ce sens-là, de comment justement avoir un regard différent, par exemple, de la forêt. Donc, on se rend compte que justement, la conservation de la biodiversité, c'est bien plus difficile de ce qu'on pensait, au moins de ces idées qu'on a eues dans les années 70. C'est aussi accepté au jour d'aujourd'hui, avec les défis de changement climatique, que les espèces vont bouger. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse faire des modèles et qu'on puisse être suffisamment réactifs pour voir et savoir où est-ce qu'ils vont bouger vis-à-vis des scénarios qu'on doit faire et des mesures qu'on doit changer. D'un côté aussi, comme je dis, il faut arriver à cette gestion adaptative par la via de justement de comprendre le fonctionnement, d'appliquer cette notion des services non monétaires si possible. Et c'est à ce niveau-là qu'on pourra s'approcher à tenir en compte différents à essayer de traiter les différentes pressions qu'on a et essayer de les traiter de façon simultanée, que c'est ça que c'est difficile. Donc comment on va arriver à trouver des méthodes pour répondre à ces différentes pressions à différents niveaux. Donc ici, on va se concentrer seulement dans un aspect, c'est l'aspect justement de ce jeu entre la fragmentation, la perte d'habitat et comment on peut développer des produits justement vis-à-vis de cette perte de connectivité. On tient en compte justement les mouvements des espèces, donc on va les tenir compte parce qu'il y a un réseau routier qui est apparu, parce qu'il y a des barrières justement, et aussi des mesures qu'il faut tenir en compte vis-à-vis de la migration des espèces, le changement spatial des espèces. Donc l'idée, c'est comment arriver à maintenir, à restaurer la connectivité des paysages. C'est que ça reste au jour d'aujourd'hui un enjeu majeur pour la planification des terres, pour la planification de paysages. Et donc moi je vais vous parler, je suis postdoc dans le cadre du projet Biodiversa Imagine, et en fait l'idée c'est vraiment d'avoir des approches et des outils qui soient opérationnels pour les gestionnaires et pour les acteurs. Donc ça c'est un schéma qui dit, pour intégrer la connectivité dans la gestion des territoires, il faut être à l'écoute des gestionnaires, de leurs questions, de ce dont ils ont besoin, et développer un certain nombre d'outils qui soient opérationnels et effectivement des outils qui soient libres d'accès et gratuits. Et donc je vais commencer par vous parler de la connectivité structurelle, parce qu'il y a deux types de connectivité. Rapidement, la connectivité structurelle va dépendre de la configuration spatiale des habitats, et la connectivité fonctionnelle va prendre en compte tout ce qui est un aspect espèce, donc le comportement de dispersion des organismes au sein de ce paysage. Et donc en combinant la connectivité structurelle et la connectivité fonctionnelle, on va avoir des diagnostics de connectivité intégrés qui vont nous permettre d'avoir un certain nombre d'informations que l'on peut donner aux gestionnaires. Donc ça, rapidement, c'est juste pour dire qu'il y a un compromis qui est fait entre ce dont on a besoin et ce qu'on peut acquérir, le temps qu'on a, les ressources humaines qu'on a, les ressources financières aussi. Donc on peut avoir des métriques relativement simples qui nécessitent très peu de données, mais aussi on peut avoir des modèles beaucoup plus complexes, qu'on verra tout à l'heure, des modèles qui soient spatialement explicites, des modèles de population par exemple. Donc Marc en a parlé tout à l'heure, moi je vais vous parler d'un premier outil qui s'appelle Guidos, qui a été développé dans le cadre du Centre de recherche européen, et d'une analyse en particulier, qui est l'analyse morphologique des patrons spatiaux. Donc cette analyse,
Elle part d'une carte binaire, par exemple un pixel foré et un pixel non foré, et à l'aide d'un certain nombre d'algorithmes mathématiques, va classer cette carte binaire en classes qui soient exclusives, c'est-à-dire qu'un pixel n'appartient qu'à une seule classe. Et donc, par exemple, on va avoir ici en vert les cœurs de forêt, et puis on va avoir les corridors, qui sont les branches, les ponts, et puis on va avoir aussi des lisières, c'est un paramètre sur lequel on peut jouer selon l'espèce que l'on étudie, une lisière qui est plus ou moins large. Et donc par exemple ici, bon, je ne peux pas trop vous montrer, mais en rouge, vous avez tout ce qui est connecteur entre les patchs de cœur. Et on peut avoir aussi tout ce qui est perforation, c'est-à-dire des patchs d'urbanisation, par exemple, qui vont perforer la forêt. Donc en entrée, il faut des cartes. Et ces cartes, en général, sont issues de la télédétection. Par exemple, l'Union européenne met en libre accès des cartes de bâti, donc c'est le Global Human Settlement Layer, à différentes résolutions. Et nous, dans le cadre d'Imagine, on a utilisé le European Settlement Map, qui est à 2,5 m de résolution, qui est à 12 classes thématiques, dont les zones de bâti. Et donc, avant de vous montrer les résultats du projet Imagine, cette analyse morphologique qui paraît simple comme ça à premier abord, sert par exemple à avoir des indicateurs de fragmentation forestière, ici dans un parc dans le nord de l'Italie, où on peut voir le pourcentage de cœurs de forêt, le pourcentage de perforation en fonction de la zone géographique. Donc c'est ce qui a été fait par Peter Wort, qui est le créateur de Guidos. On va aussi avoir des cartographies de corridors, par exemple ici, toujours dans des forêts, où on va pouvoir voir les corridors qui lient les différents patchs forestiers et comment ils peuvent être utilisés par la faune pour se déplacer, donc toujours ici par Peter Wort. Et une approche beaucoup plus intéressante qui est en fait de voir l'évolution de la fragmentation forestière, donc avec des séries temporelles, toujours avec une analyse morphologique. On voit comment les corps de forêt sont mités au fur et à mesure de l'urbanisation. Et donc ça, c'est ce qui a été fait aux États-Unis avec une approche des infrastructures vertes. Alors les infrastructures vertes, c'est des réseaux écologiques cohérents, homogènes, qui sont en opposition avec les infrastructures grises. Et nous, c'est ce qu'on a utilisé dans le cadre d'Imagine. Donc, on a pris des cartes de bâti qu'on a opposées à tout le reste. On a dit, ces pixels, ce sont du bâti. Le reste, on va le considérer comme du vert, y compris l'eau. On a testé avec et sans l'eau, parce que le milieu aquatique est très particulier. On a pris la carte européenne de bâti à 2,5 m de résolution. Et donc, on a pu calculer le pourcentage de cœur, le pourcentage de perforation, où se trouvaient les corridors. Et donc, on va avoir comme ça une carte toute simple de connectivité structurelle à donner aux gestionnaires en leur disant « Voilà où est-ce que vous allez trouver vos cœurs de forêt ». Et donc, par exemple, on voit la pertinence de cette analyse quand on confronte au réseau Natura 2000, où on voit en haut au nord ce grand patch rose qui est en fait une zone Natura 2000 et qui, avec l'analyse morphologique, nous montre que ça fait partie des patchs les plus importants, les plus cohérents, les plus stables. Et donc, on voit ici que cette analyse pourrait permettre de construire des réseaux de zones protégées. Donc ça, c'était pour la connectivité structurelle. Et donc la deuxième connectivité fonctionnelle qui va demander plus de données, forcément, avec des méthodes un petit peu plus complexes. Ici, je vais vous parler de ce qu'on fait actuellement. On va combiner des analyses de connectivité avec des modèles de distribution d'espèces. Alors un modèle de distribution d'espèces, on va l'utiliser pour étudier les relations entre les espèces et leur habitat. Quels sont les facteurs qui vont influencer leur distribution spatiale et temporelle? Mais on peut aussi l'utiliser pour avoir des cartes d'habitat favorable, c'est-à-dire où est-ce que l'espèce n'est pas, mais où est-ce qu'elle pourrait être dans le temps. Donc c'est plutôt une approche prédictive. Ici, la télédétection va nous servir à avoir des variables prédictives, mais on va le voir aussi, peut servir aussi pour les variables réponses. Donc par exemple, pour les variables prédictives, il y a un papier qui est sorti très récemment qui dit que la prochaine génération de modèles de distribution d'espèces ce sera avec la télédétection. Et donc, qu'est-ce que la télédétection nous apporte? Au lieu d'avoir
une seule carte de NDVI, un snapshot temporel qui nous dit le NDVI à tel moment de l'année, tel jour, peut-être qu'il n'a pas forcément d'influence sur les espèces. Par contre, si je fais des stacks de NDVI sur plusieurs jours, sur plusieurs années, que je regarde la variabilité, que je regarde la moyenne, là oui, peut-être que mes espèces vont être plus sensibles à cette variabilité intra- ou interannuelle. Et donc ça va nous aider à gommer les incertitudes qu'il y a dans les modèles. Donc voilà, ça c'est ce que je vous disais. On peut aujourd'hui produire des séries temporelles de NDVI et les incorporer dans les modèles et voir comment les espèces réagissent et potentiellement voir leurs habitats les plus favorables avec cet indice de productivité. Donc dans les modèles, par exemple, on voit ici une étude qui a été une étude assez célèbre qui montre que quand on combine des variables issues de la télédétection avec des variables plus classiques, comme celle de WorldClim par exemple, on va avoir une performance des modèles qui est bien meilleure. Donc ici, ils ont dérivé des indices de surface foliaire à partir de MODIS et ils les ont incorporés dans les variables, dans les modèles. Et on voit que les oiseaux sont sensibles à cette variabilité des indices de surface foliaire. De la même manière, là on va être sur du LIDAR et on va dériver des indices de hauteur de végétation et de couverture de la canopée. Et de la même manière, les oiseaux sont sensibles à ça. Et tout ça, c'est des variables qui sont issues de la télédétection et qui vont nous permettre de mieux comprendre pourquoi et comment se distribuent les espèces dans l'espace. Donc ça, c'était pour les variables prédictives. Mais on peut aussi utiliser la télédétection pour les variables réponses. Donc ça peut paraître fou, mais on arrive à détecter des zèbres dans la savane africaine avec la télédétection. Ici, c'est une étude qui a réussi sur des zèbres avec le GeoEye, des images GeoEye. Et la plus célèbre, c'est celle qui réussit à détecter des ours polaires à partir d'images WorldView. Alors ça peut paraître relativement flou sur les images, mais ils ont réussi à partir de la signature spectrale à cartographier les ours polaires et leur chemin de migration. Et donc on va pouvoir voir au fur et à mesure du temps comment ils réagissent aux changements environnementaux qui se produisent en Arctique. Donc là, je vais vous présenter une méthodologie qu'on est en train de réutiliser dans le cadre du projet Imagine, où en fait, on va utiliser ces modèles de distribution d'espèces avec des variables issues de la télédétection, mais cette fois-ci, on va combiner avec des analyses de connectivité. Donc en l'occurrence ici, une étude qui a été menée sur les chauves-souris pour mieux comprendre la relation qui les lie à leur environnement, en particulier en milieu forestier. Donc on va utiliser les modèles de distribution d'espèces et on va produire des cartes d'habitat favorables. Et à ces cartes, on va utiliser la théorie des graphes, dont Marc Suux en a parlé tout à l'heure. On va considérer des patchs d'habitat favorables comme les nœuds du graphe et les corridors qui lient les différents patchs comme des liens. Donc ici, on est plutôt sur une approche mathématique qui voit le paysage sous forme binaire, des nœuds de patchs d'habitat favorables et des liens entre eux. Donc les nœuds, on les détermine à partir des modèles de distribution d'espèces, où sont nos patchs d'habitat favorables, et des sites qui sont effectivement occupés, donc a priori favorables aussi. Les liens, on va les déterminer avec des analyses de corridors de moindre coût, donc ici fait avec le logiciel Circuitscape. Et donc, en fait, on prend la carte d'habitat favorable qui dit, sur une échelle de 0 à 1, le pourcentage de favorabilité de l'habitat pour l'espèce, et on va dire l'inverse, c'est la résistance, c'est la friction. Si ma carte est favorable pour mon espèce, si je prends l'inverse, ce sont les habitats qui ne sont pas favorables. Et à partir de cette carte de friction, on va faire des cartes de distance de moindre coût, les chemins que peuvent utiliser les espèces pour naviguer dans le paysage, et donc quels sont les corridors qui peuvent être utilisés par ces espèces entre chaque nœud du paysage. Et enfin, la dernière étape, une fois qu'on a ces cartes d'habitat favorables, ces corridors qui peuvent être utilisés par les espèces, on va essayer de voir l'importance de chaque nœud et de chaque corridor en termes de connectivité. Donc en gros, si j'ai 5 patchs d'habitat favorable et que j'en enlève un, qu'est-ce qui se passe dans la connectivité ? Si je le remets et que j'en enlève un autre, qu'est-ce qui se passe dans la connectivité ? C'est une approche itérative. Et à partir de cette approche, on va déterminer l'importance de chaque nœud et de chaque corridor pour l'ensemble du paysage, pour toutes les espèces. Et donc, on arrive à des cartes qui nous montrent
l'importance de chaque nœud dans le paysage pour les espèces. Et à partir de là, on peut donner ces cartes aux gestionnaires et leur dire voilà les zones qui sont réellement favorables pour les espèces d'une part, mais aussi qui vont être très importantes en termes de connectivité globale si on sort de l'approche espèce. Donc là, on a parlé de modèles de distribution d'espèces, on a parlé de chauves-souris, et ce que nous, on est en train de développer à Tethys avec Sandra notamment, c'est de dire, aujourd'hui, en télédétection, si vous voulez cartographier une espèce, vous allez prendre plusieurs arbres, plusieurs individus. D'un point de vue sociologique, si vous voulez avoir une idée du bien-être d'une population, vous allez interroger plusieurs personnes. Ça paraît logique, mais en écologie, quand on étudie la connectivité, on n'utilise qu'une seule espèce. Donc l'idée, c'est de dire qu'il faut utiliser l'ensemble, voire une grande partie de la diversité des réponses écologiques pour avoir une idée de l'impact de la connectivité, de la fragmentation et des méthodes de gestion des paysages. Et donc ça se fait avec des modèles hybrides qui vont prendre non seulement en compte plusieurs espèces pour avoir une idée de la connectivité du paysage, mais aussi une approche qui n'est pas du tout espèce centrée, mais qui va dire aux gestionnaires, on va vous construire une espèce virtuelle, on peut appeler ça comme ça, mais qui va vous donner une idée de la grande diversité de réponses écologiques qui existent dans votre paysage, et pas non seulement les tigres pour la Chine ou les pandas comme espèces emblématiques. On prend cette fois-ci toutes les espèces qu'il y a dans le paysage. Et donc pour terminer, il faut effectivement penser de manière plus écologique les relations qu'il y a entre le paysage, les relations écologiques et biologiques qu'il y a dans le paysage, et surtout considérer de manière intégrée avec une approche orientée opérationnelle avec les gestionnaires. Je vous remercie de votre attention.